En dépit des tentatives répétées pour arracher la paix, les combats dans l'est de l'Ukraine n'en finissent pas et ont déjà fait 1 million de déplacés. L'espoir d'une solution durable est très faible. Le nouvel accord de paix négocié par les Européens, les Ukrainiens et les Russes restera-t-il lui aussi lettre morte? Les pressions s'intensifient de toutes parts. Combien de temps le gouvernement ukrainien pourra-t-il se maintenir à flot grâce aux milliards d'aides financières octroyées par les Occidentaux? Faute d'un cessez-le-feu, le président ukrainien menace de recourir à la loi martiale. Enfin, le fait que certains pays occidentaux aient appelé à armer l'Ukraine pour repousser les séparatistes pro-russes ne risque-t-il pas de transformer le conflit en une guerre par procuration encore plus sanglante? Bonjour, ici Chris Burns. Bienvenue dans The Network. Ils sont connectés avec nous depuis le Parlement européen de Bruxelles. Hans van Balen, 7 eurodéputé néerlandais libéral et membre de la Commission parlementaire des affaires étrangères. À Kiev, nous retrouvons Dmytro Kuleba, ambassadeur extraordinaire d'Ukraine pour les communications stratégiques. Et à Bakou, Sergei Markov, il est coprésident du Conseil national stratégique russe et ancien député de Russie unie, le parti du président Poutine. Bienvenue. Ma première question s'adresse à vous tous en commençant par vous, Hans. Le scepticisme est grand concernant la viabilité du dernier accord de cessez-le-feu. Quelles sont les chances d'être respectées? Le cessez-le-feu tiendra si Vladimir Poutine comprend qu'il en va de l'avenir même de la Russie. Il peut tout à fait réduire les séparatistes au silence, il en a les moyens. Le problème réside à Debaltseve, où les Ukrainiens sont pour ainsi dire enclavés. Cette enclave doit évidemment être démilitarisée. Les Ukrainiens peuvent rester dans cette zone, mais ils doivent déposer les armes, tout comme les séparatistes pro-russes. Et vous, Dmytro, pensez-vous que le cessez-le-feu va durer? Pour moi, l'implication de dirigeants internationaux dans le processus de paix laisse présager que le cessez-le-feu sera respecté. La résolution a été approuvée par 4 dirigeants, les présidents russes, ukrainiens et français, ainsi que la chancelière allemande Mme Merkel. Deuxième élément, la détérioration de la situation économique en Russie pourrait pousser le pays à revoir sa politique vis-à-vis de l'Ukraine. Sergueï, quelle est votre opinion? Êtes-vous aussi optimiste que ces deux messieurs? Oui, je suis optimiste parce que l'armée de Novorossiya, pro-russe, a cessé ses attaques contre l'armée ukrainienne. Et l'armée ukrainienne a cessé de terroriser les populations pacifiques du Donbass et de Lugansk. Il y a eu quelques combats dans la région du Donbass, mais globalement, je pense que maintenant, les deux parties en présence vont passer les prochains mois à fourbir leurs armes pour être fin prêtes à reprendre les combats vraisemblablement en avril ou mai prochain. Hans, que va-t-il se passer si l'accord de paix tombe à l'eau? Vous avez dit que toutes les options étaient ouvertes. Et qu'entendez-vous par là? Qu'il faut envoyer des armes, qu'il faut s'engager militairement d'une façon ou d'une autre? Il faut envisager toutes les options, à commencer par le durcissement des sanctions économiques, même si cela handicape l'économie russe. Nous n'aimons pas cette option, mais il faudra s'y résoudre. Concernant l'option militaire, des forces américaines ou européennes, ou bien les deux, pourraient entraîner les soldats ukrainiens. Tout est possible dans la mesure où ce que fait M. Poutine dans l'est de l'Ukraine et en Crimée est inacceptable. Dmytro, est-ce que ça ne revient pas à jeter de l'huile sur le feu? Si nous vous armons, ça ne va pas déclencher une guerre par procuration? Eh bien, le choix est simple. Ou bien l'Europe regarde passivement une Russie agressive, violer ses valeurs et principes fondateurs, ou bien elle soutient l'Ukraine en défendant son intégrité territoriale et en combattant les terroristes soutenus par la Russie. Le choix est simple. Sergueï, quelle serait la réaction des Russes si on armait les Ukrainiens? La Russie continuera à soutenir la population du Donbass pour éviter le génocide orchestré par les criminels de guerre de Kiev. En Ukraine, la solution passe par la démocratie. Et la démocratie signifie de soutenir le fédéralisme. Ceux qui soutiennent le fédéralisme soutiennent la paix. Et ceux qui sont contre le fédéralisme sont également contre la démocratie et donc contre la paix en Ukraine. Dmytro, que pensez-vous de l'argumentaire de Sergueï? Le moment ne serait-il pas venu, comme certains l'ont suggéré, d'accorder l'indépendance à cette région? Quel est votre avis? As some have argued that perhaps this region should be given its independence. What do you think? La question de l'indépendance n'est même pas à l'ordre du jour. Ni l'indépendance, ni le fédéralisme mentionné par M. Markov ne sont à l'étude. Ce qui a été négocié à Minsk, et toutes les parties doivent s'y conformer, c'est un processus de décentralisation qui doit permettre à l'Ukraine de renforcer sa gouvernance. Et c'est tout l'enjeu de cet accord. Nous n'autoriserons aucune digression fantaisiste sur l'éventualité d'une fédération ou d'une indépendance de certaines zones de la région du Donbass ou de Lugansk. Hans, ces questions peuvent-elles servir d'angle d'attaque pour négocier un accord de paix durable en Ukraine?
Disons qu'un accord de paix durable serait synonyme de démocratie en Russie, de liberté d'expression et d'élections libres et honnêtes. Enfin, il y a peu de chances pour que ça arrive, soyons réalistes. La pierre d'achoppement, c'est Vladimir Poutine. Ce n'est ni l'Ukraine, ni les Occidentaux. Monsieur Poutine doit faire en sorte que le cessez-le-feu soit respecté. Dans le cas contraire, comme je le disais, toutes les options sont ouvertes. Sergueï, la Russie a-t-elle abandonné l'idée d'intégrer l'Ukraine dans son union eurasienne? Nous pensons que le peuple ukrainien doit avoir le droit de décider lui-même ce genre de choses. Des sondages ont montré qu'une majorité d'Ukrainiens préfèrent parler russe et que tous veulent que leur pays ait de bonnes relations à la fois avec la Russie et l'Union européenne. C'est pour cette raison que nous devons maîtriser ceux qui, à Kiev, sont responsables de ces innombrables crimes de guerre. Dimitro, que répondez-vous à cela? Monsieur Markov exprime avec beaucoup d'éloquence la position russe, mais je n'ai vu aucun geste en faveur de la paix et de la stabilisation en Ukraine. Cela dit, je suis sûr que nous, les autorités ukrainiennes, parviendrons, avec le soutien des Européens et des Américains et d'autres démocraties, à faire en sorte que la Russie respecte ses engagements. Hans, et s'il était préférable pour l'Ukraine de ne pas rejoindre l'Union européenne et de rester non alignée, cela contribuerait-il à éteindre le conflit? C'est à l'Ukraine de décider à qui elle veut s'allier. L'Ukraine a toujours travaillé à la fois avec la Russie et l'Europe. Donc, c'est aux Ukrainiens de décider. Et sachez qu'il n'y a aucune menace en provenance de la Russie. Il s'agit d'une pseudo-menace. La balle est dans le camp de la Russie. À elle de faire machine arrière. Sergueï, parlons des sanctions. Quel impact ont-elles sur votre gouvernement? Les sanctions ont renforcé le soutien populaire dont bénéficie Vladimir Poutine. Il est vu comme le leader incontesté du pays. Et nous estimons que cette attaque des Occidentaux contre la Russie doit prendre fin. Nous devons coopérer pour que l'Ukraine passe de la guerre civile à la paix, à la démocratie et au fédéralisme. Je le répète, le fédéralisme, c'est la solution pour l'Ukraine. Dimitro, est-ce que les sanctions portent leurs fruits? Doit-on les durcir ou non? C'est l'heure du choix pour la Russie. Si elle opte pour la désescalade, eh bien nous serons en mesure de reconsidérer les sanctions. En revanche, si la Russie continue dans la surenchère, les sanctions pourraient être alourdies. En tout cas, nous sommes convaincus qu'elles auront un fort impact sur la Russie et ses politiques. Dernière question très rapidement, Hans. Quelle est l'influence réelle du gouvernement russe sur les séparatistes? Il les a armés, créés, il les soutient logistiquement notamment. Donc on peut dire qu'il les contrôle à 100%. Sergueï, quelle est l'influence de M. Poutine sur les séparatistes pro-russes? Je dirais que l'influence de la Russie sur les séparatistes est la même que celle qu'exerce Washington sur Kiev. Tout le monde a compris qu'il s'agit d'une guerre indirecte par procuration entre la Russie et les États-Unis. C'est pourquoi nous devons y mettre un terme et ne pas s'acheminer vers une grande guerre européenne. Nous voulons stopper la détérioration de la situation en Europe et arrêter la guerre civile en Ukraine et lui donner accès à la démocratie, au fédéralisme et à la liberté d'expression. Je tiens à remercier tous mes invités, Hans Van Baalen, Dimitro Kuleba, Sergueï Markov, ici Chris Burns. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.